Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire d'expertise climat dédié aux journalistes. Avant de commencer, quelques mots pour vous rappeler qu'Expertise Climat est une association à but non lucratif financée par des philanthropes et des subventions publiques. Donc, notre travail est d'aider les journalistes et les scientifiques à travailler ensemble pour pouvoir collectivement éclairer le débat public sur les grands défis environnementaux de notre époque. Et donc aujourd'hui, nous vous proposons un temps d'échange à propos des zoonoses, dont on sait qu'elles ne cessent de se multiplier dans le monde, et avec deux chercheurs spécialistes de ce sujet. D'abord Serge Morand, qui est chercheur au CNRS, écologue, parasitologue, et puis ensuite Benjamin Roche, qui est directeur de recherche à l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement. Serge Morand va d'abord nous rappeler en fait d'où viennent ces zoonoses, quelles sont les raisons qui favorisent leur multiplication aujourd'hui. Et Benjamin Roche évoquera ensuite plutôt des exemples d'initiatives dans le monde qui visent à prévenir ces zoonoses. Alors, n'hésitez pas déjà à poser vos questions dans le chat au cours des présentations des chercheurs. On gardera du temps ensuite, comme d'habitude, pour y répondre. Et vous pouvez également ouvrir votre micro ensuite pour poser des questions complémentaires. Voilà, donc sans plus attendre, je vous passe donc la parole. Serge Morand, je vous propose de démarrer avec votre première présentation. Eh bien, un grand merci, Claire. Et puis, c'est vraiment un plaisir de se retrouver finalement autour de ce sujet, et puis surtout avec Benjamin, parce que je pense que Benjamin va ouvrir finalement aussi sur pas mal des projets aussi de recherche qui sont autour de ça. Alors, je commence toujours un peu par une petite présentation de données, quoi, sur les épidémies de maladies infectieuses qui ont concerné tant les humains, et notamment sur ces zoonoses ou d'ailleurs aussi les épidémies qui concernent les maladies vectorielles, dont certaines sont zoonotiques. Mais vous voyez aussi qu'en rapport, donc c'est vraiment une augmentation sur les dernières décennies assez importante, mais on remarque aussi qu'on a la même augmentation très forte, aussi bien sur des maladies spécifiques des animaux d'élevage que des maladies spécifiques qui associent la faune sauvage. Donc on voit, premier point, que c'est quand même tout ça un peu relié, quoi. Et le côté relié, ben, entre ces animaux sauvages, ces animaux domestiques et ces humains, ben, c'est la domestication. La domestication qui a démarré bon, avec le chien il y a un peu plus de 17 000 ans au moins, mais surtout avec la néolithisation où là on a eu tout un ensemble d'animaux, aussi bien de mammifères que d'oiseaux, qui ont été domestiqués, alors essentiellement en Eurasie, un peu moins en Afrique ou dans les Amériques, mais aussi de plus en plus d'animaux à vivre en contact direct avec les humains. Alors, quelles sont ces conséquences? Ben, on commence à avoir, par les données de l'anthropologie, les données de la génétique moléculaire, de voir ce lien assez parfait, assez bon entre ce processus de néolithisation et l'émergence de maladies infectieuses, mais aussi de maladies liées à l'alimentation, hein. Donc, l'exemple typique, c'est Salmonella enterica, qui a vraiment commencé à émerger chez les humains, mais chez les humains qui ont commencé à développer l'élevage et pas ceux qui sont restés vraiment dans une approche, je dirais, qu'on appellerait plus traditionnelle de chasseurs et surtout de cueilleurs. Et si on reprend pas mal de données qu'on a pu récupérer sur tout un ensemble de plus d'un millier de maladies infectieuses qui touchent aussi bien les humains que les animaux, et on voit qu'on a une très bonne corrélation entre le temps depuis le début de la domestication de chacun de ces animaux et le partage de maladies infectieuses avec les humains, mais aussi avec les autres animaux. Ainsi, on voit le chien, un peu plus de 17 000 ans, ben, il partage beaucoup plus avec nous et avec aussi les autres animaux que le lapin qui a été domestiqué il y a un peu plus de 2 000 ans, qui est d'ailleurs pas tout à fait bien domestiqué, d'ailleurs la seule espèce vraiment en Europe. Et tout le long, on a finalement la vache, le chat, la chèvre, le cochon, etc. On voit la même chose aussi pour les oiseaux avec le poulet qui a été domestiqué il y a à peu près 7 000 ans en Asie du Sud-Est, hein, là où je vis actuellement, quoi, qui aussi partage beaucoup plus de maladies infectieuses que le dindon, qui a été domestiqué en Amérique du Nord plus récemment. Mais c'est la même chose avec tous ces animaux qu'on appelle des animaux synanthropiques ou qu'aiment bien les humains, ou des animaux qui sont pas finis d'être domestiqués, donc qui sont apprivoisés
comme l'éléphant ou le renne. Donc tout ça pour dire que finalement, ces zoonoses, ces pathogènes, c'est vraiment, on a une communauté animale et on a une communauté de pathogènes. Et c'est ces deux communautés qui rentrent ensemble et qui expliquent ces partages de maladies infectieuses, et surtout entre les humains et les non-humains. Alors la véritable définition, elle devient vraiment de Rudolf Virchow, qui nous a proposé que le terme zoonose, hein, officiellement, hein, qui vient des racines grecques zone et puis nosos, hein, maladie et animal, et qu'il a inventé justement pour un parasite, la trichine, et une maladie parasitaire, la trichinellose, qui faisait ce lien entre les cochons et les humains. Alors évidemment, maintenant, la définition moderne, hein, c'est plus une maladie infectieuse aussi, ou parasitaire, avec des agents microbiens ou parasitaires qui se transmettent, c'est là aussi qui est important, naturellement entre les humains et d'autres animaux. Alors on pourrait après discuter un peu plus de ce que ça veut dire le mot naturel. Alors pourquoi c'est toujours important, ces animaux domestiques? Parce que sur les ensembles des décennies, si on prend les données de la FAO, on a une augmentation à peu près constante et de plus en plus importante du nombre de têtes de vaches, hein. On est passé de un peu moins d'un milliard en 1960 à plus d'un milliard 600 millions en 2020. On est passé aussi des poulets un peu dans les 5 milliards, et là on est passé à plus de 30 milliards, pas 40, plus de 30 milliards. Et les cochons, c'était un peu 400 millions, et on était arrivé presque du 1 milliard 600 millions. C'était diminué à cause d'une maladie qui les a affectés, la peste porcine africaine. Mais là, c'est en train de démarrer. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir aussi, c'est l'inégalité de la répartition de ces animaux, mais qui se retrouvent essentiellement en forte densité. Là aussi, il y a des fortes densités humaines où il y a des possibilités de pâturage importants. Je pense à la zone du Sahel, quoi. Donc, et puis moi, ce que je dis toujours, hein, c'est Asie du Sud-Est, hein, là où je vis, c'est très important. Moi, je suis ici de la Bretagne et c'est rouge partout, hein. Donc, on est vraiment ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ça veut dire qu'on a une très bonne corrélation et par pays, par temporel, et en corrigeant aussi pour tas d'effets confondants potentiels, entre ce nombre d'épidémies que je vous présentais jusqu'à présent, de zoonoses, et l'augmentation de la densité de ces animaux par pays et au cours du temps. Donc très fort le lien, et on peut le reprendre de différentes manières, mais aussi une relation assez importante, directe, mais souvent indirecte, entre l'augmentation de cette densité d'animaux et la perte de biodiversité. Alors, essentiellement, perte de biodiversité, c'est de façon indirecte. Il faut nourrir tous ces animaux. Donc finalement, c'est l'augmentation des cultures au détriment de la forêt ou des cultures traditionnelles pour nourrir, pour faire du maïs ou du soja, entre autres. Donc, et je vais peut-être juste passer là-dedans, je pense que euh, c'est pour ça aussi, avec l'augmentation de ces zoonoses, avec l'augmentation et notamment avec l'apparition du Covid, hein, du SARS-CoV-2, donc pas issu vraiment des animaux domestiques, hein, mais plutôt des chauves-souris. Mais par contre, on a évidemment les grippes aviaires, la grippe aviaire à l'heure actuelle, qui est totalement associée avec les animaux d'élevage, hein, que ce soit aussi bien les poulets, les canards que les vaches, maintenant, ce qui se passe notamment aux États-Unis. Donc la France et l'Allemagne ont vraiment porté sur les frontières de faire un haut panel d'experts, une seule santé, OLEP, en support des organisations internationales, OMS, FAO, l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, et le programme des Nations unies sur l'environnement, pour vraiment travailler bien mieux entre ce secteur de l'animal, domestique ou sauvage, ce secteur de l'environnement, de la santé des écosystèmes, et le secteur des humains, et notamment de la santé humaine. Pour dire que on a maintenant à mettre en place, et le thème d'OLEP, c'est de pouvoir mettre en place un plan d'action global et en support de tous les pays sur la planète, un plan d'action une seule santé, qui se décline en séveral domaines d'action. Alors, on a toujours, vous voyez, les domaines d'action sur les zoonoses, donc notamment sur les maladies émergentes, hein, les épidémies, mais aussi sur toutes ces zoonoses qui
qui sont ces maladies tropicales négligées, qui sont trop négligées. Et puis, c'est peut-être l'action 6 pour moi qui me trouve assez importante. Je pense que la même chose pour Benjamin, c'est comment mieux intégrer l'environnement dans une approche une seule santé. Et je vais arrêter le diaporama pour juste finir. Alors, mettre mieux l'environnement dans l'approche une seule santé, ça veut dire aussi mettre la prévention réellement beaucoup plus en amont. À partir du moment où une zoonose est là, ça veut dire que le pathogène a émergé, il circule. Et là, on est vraiment dans la relation de la préparation, de la réponse, la surveillance classique, la recherche et le développement. Ce qu'il nous faut, c'est des recherches qui soient beaucoup plus réellement en amont, une prévention en amont qui soit vraiment sur les déterminants. Mais ça veut dire qu'il faut mieux connaître ce qui se passe pour pouvoir avoir mieux agir et développer les meilleurs programmes. Et c'est exactement ce que fait finalement Benjamin. Merci, merci beaucoup Serge. Je propose à Benjamin d'intervenir à son tour. Je vous propose de partager. Ouais, aussi. Merci Serge. Effectivement, ça fait une très bonne transition. À croire qu'on se connaît bien. Voilà. Donc effectivement, pour continuer sur ce que disait Serge, alors, je vais passer sur moi. Moi, je vais faire d'abord un petit focus plus particulier sur l'impact en fait de la biodiversité sur la transmission en fait de ces zoonoses et comment elles peuvent émerger chez l'homme. Alors, un mécanisme qui est souvent mis en avant, c'est le mécanisme qu'on appelle d'effet de dilution. Alors, pour expliquer un petit peu, on peut imaginer qu'il y a un virus qui soit transmis par un moustique que vous voyez ici à l'écran. Et si ce moustique est entouré seulement d'une seule espèce animale, ici un oiseau, si on imagine que ce moustique pique 3 fois au cours de sa vie, donc chacune de ces piqûres sera infectante, donc va pouvoir infecter un nouvel oiseau qui, à son tour, pourra infecter de nouveaux moustiques. Et donc on aura une prévalence du pathogène au sein de la population de moustiques particulièrement importante, donc on aura beaucoup de moustiques infectés. Maintenant, si on a exactement le même virus, le même moustique, mais que cette fois-ci, il n'est plus entouré que d'une seule espèce d'oiseau, mais de plusieurs espèces, il faut savoir que le virus va avoir du mal à être adapté, donc à pouvoir être transmis par beaucoup d'espèces animales différentes. Donc il va avoir tendance à se spécialiser sur quelques espèces animales. Et donc, il y aura des espèces qui seront, qu'on appelle fortement compétentes, qui, une fois qu'elles sont exposées au virus, peuvent devenir infectées et infectantes. Et puis, il y aura la plupart des autres espèces qui seront en fait des espèces qu'on appelle peu compétentes, donc, ou des cul-de-sac épidémiologiques. Ce qui veut dire que ces espèces, quand elles seront exposées au virus, ben, elles vont avoir du mal à devenir infectées et elles vont aussi avoir du mal à devenir infectantes pour continuer à transmettre le virus. Donc là, vous voyez, si jamais on a le même système, si le moustique continue à piquer 3 fois au cours de sa vie, certaines de ces piqûres vont être faites sur cette espèce fortement compétente, qui pourra infecter d'autres moustiques par la suite, mais la plupart de ces espèces, de ces piqûres infectantes, vont être faites sur des espèces qui ne peuvent pas devenir infectées et qui, du coup, à leur tour, ne pourront pas infecter de nouveaux moustiques. Et donc, on va avoir en fait une prévalence du virus au sein de la population de moustiques qui sera plus faible, une prévalence de l'infection chez les moustiques qui sera plus faible. Et donc, c'est pour ça qu'on appelait ça l'effet de dilution, parce que ça suggère que la biodiversité, en fait, va avoir tendance à diluer la transmission de ces agents pathogènes au sein des populations animales. Donc, si on prend le raisonnement dans l'autre sens, ce qui veut dire que effectivement, si on arrive à protéger la biodiversité, si on arrive à garder cet effet de dilution, eh bien, on va avoir une protection. En fait, la biodiversité va jouer un rôle de protection vis-à-vis de la transmission de ces agents pathogènes dans le compartiment animal, et donc la probabilité d'avoir des humains exposés à ces agents pathogènes va être plus faible. Donc, ce mécanisme de l'effet de dilution, il a été assez clé, en fait, dans notre compréhension de l'émergence de ces zoonoses. Il a aussi permis de montrer que, ben, comme disait Serge, qu'il faut avoir vraiment une approche intégrée,
Jusqu'à très récemment, en fait, on s'intéressait aux moustiques qui peuvent transmettre, aux animaux qui peuvent transmettre, mais on se disait que ceux qui ne peuvent pas transmettre, en fait, n'ont absolument aucun rôle à jouer, alors que si, même si, justement, s'ils ne peuvent pas transmettre, ils peuvent avoir comme conséquence de freiner, de diluer la transmission. Donc ce mécanisme de l'effet de dilution, il a permis de montrer, de suggérer l'importance de la biodiversité sur l'émergence de zoonoses. C'est important aussi de mentionner que là, effectivement, je vous ai illustré le concept. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la généralité de cet effet de dilution, parce qu'il y a bien sûr des conditions pour avoir cet effet de dilution. Il faut que toutes les espèces ne soient pas compétentes, il faut qu'on ait un certain type de transmission, etc. Mais globalement, plus on accumule des évidences et plus on se rend compte que cet effet de dilution, c'est quand même un effet relativement général même si il n'est pas complètement universel. Mais ce qui est important avec cet effet d'illusion, c'est que en fait, il suggère effectivement on pourrait développer des stratégies gagnant-gagnant entre la protection de la biodiversité et la protection des populations humaines face à l'émergence de ces zoonoses. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de développer donc à différentes échelles. Donc je vais commencer par un projet sur lequel on travaille depuis maintenant pratiquement 10 ans, qui est développé par le laboratoire Eldorado, que je co-dirige avec Gerardo Suzan de l'Université nationale autonome du Mexique, qui se passe dans la péninsule du Yucatan, donc au Mexique. Et donc, au sein de ce laboratoire, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'amener quelque part l'évidence scientifique aux décideurs de politique publique pour arriver à faire du Yucatan, en fait, la première zone au monde où on aura pu vraiment développer et implémenter, c'est important, les deux termes sont importants, une stratégie de prévention contre l'émergence de zoonoses qui passe par la protection de l'environnement. Donc, ce qu'on fait dans la péninsule du Yucatan, c'est qu'on suit depuis maintenant plusieurs années 12 sites à travers toute la péninsule. Ces différents sites, en fait, ont chacun enfin, sont différents points en fait au sein d'un gradient d'activité humaine. On a des sites qui sont parfaitement conservés, parfaitement protégés. On a des sites avec de l'agriculture intensive. On a des sites périurbains. On a des sites avec de l'agriculture plus durable, etc. Donc on a 12 sites comme ça qu'on suit au cours du temps. Dans chacun de ces sites, on échantillonne des rongeurs, des chauves-souris, des moustiques, des oiseaux, et on cherche différents types de virus qui peuvent toucher l'homme. En même temps, on échantillonne également les populations humaines qui vivent à proximité de ces sites, souvent dans des villages assez reculés, et on regarde à quel virus ces populations humaines ont été exposées. Et ensuite, donc, on a des anthropologues, des sociologues au sein du laboratoire qui nous permettent de comprendre comment la circulation des agents pathogènes dans la faune sauvage se traduit par une exposition des populations humaines, qui sont les populations humaines les plus affectées. On voit souvent dans les zones rurales que ce sont souvent les femmes qui sont les plus exposées à ces agents zoonotiques. Ça dépend également des activités socio-économiques, etc. Et donc, on essaye d'accumuler un peu toute cette expérience, cette connaissance scientifique au travers des 12 sites différents pardon, au sein de la péninsule du Yucatan, pour ensuite développer des modèles mathématiques, des modèles statistiques pour essayer de comprendre en fait comment arriver à gérer la péninsule du Yucatan, qui fait quand même à peu près un quart de la France hein, en termes de territoire, et comment donc on pourrait gérer cette péninsule de la façon la plus durable possible, à la fois pour les populations qui vivent évidemment de l'exploitation de l'environnement, mais également pour la protection de l'environnement et également pour la limitation, la prévention de l'émergence de zoonoses dans cette péninsule. Donc, au-delà de ça, ce qu'on essaie de faire avec ce laboratoire, c'est pas juste un exercice académique. On est en lien avec les différentes autorités de santé, d'agriculture, à la fois à l'échelle de l'État. Le Mexique est un État fédéral, donc la péninsule du Yucatan, ce sont trois États différents, mais également à un niveau fédéral pour justement que cet exemple du Yucatan puisse également servir aux autres États au sein du Mexique et également à niveau régional ou international. J'y reviendrai un peu plus tard. Un point qui est important aussi, c'est qu'on essaie vraiment de développer tout un écosystème autour de ce laboratoire Eldorado, comme je l'ai dit, avec les politiques publiques, mais également avec les communautés locales. On a créé une ONG, Calancab,
qui nous permet justement d'assurer ce lien avec les communautés locales, de développer des programmes d'éducation, parce que justement cette thématique du lien entre environnement et santé est très complexe à expliquer, et donc on développe tout un tas de programmes d'éducation au travers des approches artistiques, etc., pour justement, j'ai envie de dire, démontrer à ces différentes populations le lien que l'environnement a avec leur vie de tous les jours. Et puis on essaie également de former la prochaine génération de chercheurs mexicains au travers d'un développement d'un master international dans la péninsule du Yucatan pour justement former la prochaine génération à continuer le travail qu'on a attaqué il y a maintenant une dizaine d'années. Alors, souvent, on me demande pourquoi le Yucatan. Euh, Outre le fait que, évidemment, c'est un endroit magnifique, c'est une des zones, en fait, les plus déforestées du Mexique. La péninsule du Yucatan a perdu 50% de sa jungle sur les 40 dernières années. Donc, il y a un processus de déforestation qui est massif, donc avec une perte de biodiversité qui est aussi extrêmement importante. Et le Mexique est le pays au monde où on a le plus d'espèces en danger d'extinction selon l'IUCN. Donc, le Yucatan a toujours été et sera probablement toujours vu comme un hotspot potentiel d'émergence. Mais le problème du Yucatan, c'est que, évidemment, c'est qu'il n'est pas du tout isolé. Il est connecté avec énormément d'autres choses dans le monde, et en particulier avec la ville de Mexico City. Il y a 10 vols par jour entre le Yucatan et la ville de Mexico City. Et évidemment, Mexico City, c'est plus de 25 millions d'habitants, une connectivité internationale extrêmement importante. Donc, ce qui veut dire que ce qui se passe dans le Yucatan, c'est pas seulement pour un problème du Yucatan, mais c'est également un problème qui peut devenir très rapidement national au niveau du Mexique, mais également international très très rapidement. La pandémie de Covid-19 l'a très bien montré, hein. On est passé de quelques dizaines de cas de pneumonie atypique en Chine en fin décembre 2019 à la quasi-totalité de la population mondiale en confinement à peine 3 4 mois plus tard. Donc on voit à quel point, quand une zoonose commence à s'adapter à l'homme et commence à se propager massivement, à quel point c'est compliqué de le contrôler. Alors là, j'ai beaucoup parlé du Mexique et du Yucatan, mais des exemples comme celle du Yucatan, il y en a beaucoup. Serge travaille également sur ce genre d'écosystème en Asie du Sud-Est. Et donc, en fait, il y a plein de situations comme ça dans le monde où on sait qu'on a un risque important d'émergence, on sait qu'on a une connectivité avec le reste du monde qui est également importante. Donc, c'est là où il est vraiment crucial d'arriver à connecter toutes ces différentes zones entre elles pour développer des stratégies de prévention locale, mais d'arriver à connecter toutes ces stratégies de prévention locale entre elles à une échelle globale pour arriver justement à avoir un impact mondial. Et donc c'est dans ce contexte qu'on a lancé en janvier 2021 l'initiative PREZOD pour Preventing Zoonotic Disease Emergence, prévenir l'émergence de maladies zoonotiques. Alors PREZOD a été lancé le 11 janvier 2021 par le président de la République, par Emmanuel Macron, lors du One Planet Summit. Et ce qu'on a essayé de faire avec Prezod, c'est vraiment, et le mandat était assez clair, c'était de développer une initiative internationale et multilatérale, ce qui est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'évidemment, le risque peut venir de partout. Et donc, il est extrêmement important que tous les différents acteurs du monde entier soient connectés. Aujourd'hui, donc Prezod a beaucoup grandi. Aujourd'hui, Prezod, c'est à peu près 250 membres, institutions à travers le monde et 28 gouvernements qui sont membres de cette initiative et donc qui joignent leurs forces, qui connectent leurs différentes expériences ensemble pour arriver à justement à avoir un impact global sur la prévention de l'émergence des zoonoses. Un point qui a été extrêmement important avec Prezod, c'est son approche. Alors, les deux objectifs, on va dire, c'est vraiment de développer des stratégies de prévention et de renforcer la surveillance, justement, cette interface animal-homme qui est encore trop peu surveillée. Mais c'est aussi d'avoir une approche, une démarche scientifique, parce qu'il y a énormément de connaissances qui nous manquent pour arriver à rendre opérationnelles ces stratégies de prévention, mais aussi un engagement des acteurs, ce qui est extrêmement important si on veut développer des stratégies durables, qui vraiment, au sens premier du terme, qui durent dans le temps. Et donc c'est pour ça que Prezod on est passé par tout un processus de co-construction. Donc pendant 18 mois, on a organisé des ateliers dans le monde entier pour justement identifier quels sont les besoins de connaissances, quels sont les manques opérationnels dans chacune des régions du monde. On l'a fait dans 11 régions à travers le monde pour développer à la fin
l'agenda stratégique de l'initiative, qui est vraiment un peu la feuille de route que l'initiative souhaite suivre pour arriver justement à avoir un impact significatif sur le développement de stratégies de prévention à travers le monde. Cet agenda stratégique, il est structuré suite à ces ateliers de co-construction selon 5 piliers qui sont assez faciles à comprendre. Le premier, c'est comprendre le risque zoonotique et quelles sont les activités qui peuvent générer ce risque. Le deuxième pilier, c'est arriver à justement co-construire des solutions pour réduire ce risque de zoonose. Le troisième, c'est de renforcer les systèmes d'alerte One Health dans le monde entier. Le quatrième pilier, qui peut paraître un peu technique, mais qui est extrêmement important, c'est justement tout ce qui est autour de l'interopérabilité des données. Là, on parle de données de santé humaine, de santé animale, de santé environnementale, collectées par plein d'institutions différentes à travers le monde entier. Donc, faire que toutes ces données communiquent entre elles et qu'on arrive à mieux comprendre ce qui se passe en connectant ces différents types de données, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose aussi d'extrêmement compliqué d'un point de vue technique, d'un point de vue légal, d'un point de vue éthique. Il y a des questions de propriété, etc. Donc c'est souvent vu comme quelque chose de technique, mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué qui va au-delà du simple côté technique. Et puis un cinquième pilier qui est très transversal, qui est justement sur l'engagement des acteurs de tous les différents secteurs pour arriver à co-construire justement ces différentes politiques. Alors, cette initiative, elle s'est jointe avec un premier financement du gouvernement français de 55 millions d'euros, 25 millions d'euros pour, vous savez qu'on adore les acronymes, pour ce qu'on appelle un PEPR, donc un plan d'équipement et de programmation prioritaire de recherche, où l'idée est vraiment de générer de la connaissance scientifique. Et puis un autre programme qui s'appelle PREACT, dont je vais parler très rapidement, qui en fait a pour but de développer justement ces success stories un petit peu partout à travers le monde pour justement pouvoir montrer aux différents gouvernements, aux différentes organisations internationales que ce type de stratégie de prévention fonctionne dans différents contextes. Et donc aujourd'hui, le programme PREACT dont je co-coordonne, pardon, un peu le côté international, et dans 11 pays à travers le monde. Donc Serge aussi est en charge de la connexion entre le Laos et la Thaïlande sur ce programme. Et donc ce programme qui est financé par l'AFD, l'Agence française de développement, est de 30 millions d'euros. Et donc dans chacun de ces pays, on est passé par le même processus, un processus de co-construction avec tous les différents acteurs, tous les différents secteurs pour justement identifier quels sont les besoins dans chacun de ces pays, dans chacune de ces régions, pour construire des solutions durables qui pourraient servir ensuite d'exemple à l'échelle du pays entier, voire même à l'échelle des différentes régions.